Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, 2 livres au programme, un livre de spiritualité, John Henry Newman, maître et guide spirituel. L'auteur est Didier Rance et c'est aux éditions des Clés de Brouwer. C'est le livre choisi par Anne. Et puis pour ma part, un roman vrai d'Emmanuel Carrère, Kolkhoz, aux éditions POL. Alors, Emmanuel Carrère est à la fois un journaliste, un auteur connu, reconnu, qui a beaucoup de titres à son actif. Ce dernier livre a une tonalité bien différente de tout ce qu'il a écrit jusqu'alors et lui-même le reconnaît. Il plonge le lecteur dans son histoire familiale qui prend racine en Géorgie et en Russie, patrie des parents de sa mère, Hélène Carrère d'Ancos, née Zourabichvili. Alors le livre raconte cette histoire familiale sur 4 générations. Il couvre plus d'1 siècle d'histoire russe et française à partir de la Première Guerre mondiale et de la Révolution bolchevique en 1917 qui a été à l'origine de la migration des Russes blancs vers l'Europe de l'Ouest. Et ça va jusqu'à la guerre d'Ukraine. Alors le titre Kolkhoz, les kolkhozes c'est le nom donné aux exploitations collectives en Union soviétique, fait référence à un souvenir d'enfance. Lorsque sa mère, farouchement anticommuniste, regroupait ses enfants en bas âge autour d'elle dans la chambre parentale lors des déplacements du père de famille pour ses affaires, elle appelait ça « faire kolkhoz ». Fin juillet 2023, Emmanuel Carrère se retrouve avec ses 2 sœurs, Nathalie et Marina, autour de leur mère en fin de vie, entrée dans la maison de soins palliatifs Jeanne Garnier à Paris. Et il dit « Pour la dernière fois, nous avons fait kolkhoz », en fait se réunir autour de la mère. Alors le livre a paru en août 2025, mais Emmanuel Carrère a commencé à prendre des notes pendant les 10 jours de l'agonie de sa mère, avec le désir de garder trace de ce moment qui lui semblait si important. Sa mère avait été une grande dame dans la vie et elle l'est restée jusque dans la mort. Sa mort a été un moment fort, empreint de dignité, une sorte de dernier acte, de signature de sa vie. Et le personnage central du livre, c'est elle. Alors, elle est née à Paris en juin 1929, donc de parents ayant fui la révolution bolchevique. Elle n'est devenue française qu'à sa majorité, à l'âge de 21 ans, en 1950. Docteur en histoire, diplômée de l'Institut de sciences politiques de Paris, elle a fait une brillante carrière d'enseignante et elle s'est imposée comme la spécialiste internationale de la Russie et de l'Union soviétique. Auteur de 2 livres sur le sujet, 2 livres qui ont fait référence, L'Empire éclaté en 1978 et La Russie entre 2 mondes en 2010. Elle est élue à l'Académie française en 1990 et en devient secrétaire perpétuelle en 1999, première femme à occuper cette fonction. À sa mort, elle a reçu l'hommage de la nation et le livre commence par l'évocation de cette cérémonie dans la Cour d'honneur des Invalides en octobre 2023. Alors, le livre n'est pas une hagiographie, mais un portrait avec ses zones d'ombre et de lumière. Emmanuel Carrère dénonce les travers de sa mère, mais avec humour, et le récit est émaillé de beaucoup d'anecdotes savoureuses. Par exemple, il dit qu'elle pouvait mentir jusque sur l'heure, qu'elle pouvait inventer des excuses avec un aplomb incroyable du genre « pour se décommander à un dîner 1 semaine à l'avance, ce sera impossible, ton père aura la grippe ». Elle avait un goût prononcé pour le romanesque, excellente conteuse, elle n'hésitait pas à enjoliver la réalité, et ainsi elle a raconté à ses enfants jusqu'à la fin de sa vie une histoire dont ils n'ont jamais su quelle était la part du vrai et du faux. Quelques mois après la naissance de son premier enfant, son fils Emmanuel, à l'occasion d'un voyage d'études avec des savants en Ouzbékistan, elle aurait été enlevée par un pilote d'avion afghan qui lui aurait déclaré sa flamme et son désir de l'épouser. Alors derrière la mère tendre et affectueuse se cache une femme avec des rigidités et même une certaine dureté que son fils impute à une blessure de jeunesse. Le père d'Hélène Carrère d'Ancos, Georges, émigré géorgien, mal intégré dans la société française, il appartenait à l'intelligentsia dans son pays, il se retrouve chauffeur de taxi à Bordeaux pendant la Seconde Guerre mondiale et il fait le choix du soutien à l'envahisseur allemand. À la Libération, il a disparu, probablement exécuté par des résistants.
Alors cette disparition entachée de honte, d'opprobre, quand on s'appelle Zourabichvili, dans la France de 1944, c'était pas facile à assumer par une jeune fille de 16 ans, apatride encore à l'époque, pauvre, puisque sa famille en fait avait été ruinée, leurs biens avaient été confisqués par le gouvernement soviétique en 1922, et son extraordinaire intégration à elle, son ascension long mois extraordinaire jusqu'à la plus prestigieuse des institutions françaises, eh bien, il l'interprète comme une espèce de revanche sur ce destin de paria de son père. Et dans un roman précédent, le roman russe, Emmanuel Carrère avait fait allusion aux circonstances obscures de la disparition de son grand-père maternel. Il avait fait ressurgir ainsi un passé douloureux et honteux que sa mère avait enfui, et elle l'avait très 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 mal vécu sur le moment. Alors le deuxième personnage du livre, un personnage discret et plutôt attachant, c'est le père, Louis Carrère d'Ancos. Alors issu de la bonne bourgeoisie bordelaise, il a fait sa carrière dans les assurances et sa vie aurait été certainement tout autre s'il n'avait rencontré Hélène Zourabichvili. Leur vie de couple a duré 70 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. De façon consentie, il a vécu dans l'ombre de cette femme brillante, plus brillante que lui, car lui n'avait pas obtenu le diplôme de Sciences Po. Une femme volontaire, énergique, ambitieuse au bon sens du mot, mais qui captait toute la lumière pour elle. Alors, il lui vouait une profonde admiration qui se doublait d'une sorte de fascination pour sa famille maternelle, une famille de la haute aristocratie russe, ruinée par l'exil, mais qui, au temps de sa gloire, avait gravité dans des milieux très proches du tsar. Alors, passionné de généalogie, il s'est livré pendant de nombreuses années, en toute discrétion, à des recherches approfondies, notamment sur la famille russe de sa femme, qu'il avait méticuleusement classée, organisée, et qui ont été fort utiles à son fils quand il a entrepris la rédaction de ce livre. Alors, outre ses parents, Emmanuel Carrère évoque d'autres membres de la famille plus ou moins proches, notamment ses grands-parents russes, Nino et Nico, son oncle, le jeune frère de sa mère, Nicolas, avec lequel il est toujours en désaccord et dont lui, au contraire, se sentait très proche. Alors en fait, il y a aussi la cousine Salomé, qui elle est repartie en Géorgie et qui en est devenue la présidente jusqu'en 2024. Donc il y a beaucoup de personnages dans ce livre, mais il aide le lecteur à s'y retrouver dans cette grande fresque à la fois historique et littéraire. Alors, dans le dernier quart du livre, l'auteur revient sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, un drame qui a assombri les dernières années de la vie de sa mère et jusqu'au bout, elle a refusé d'y croire. Elle voyait en Poutine un joueur d'échecs rusé, dur mais réfléchi. Elle ne s'attendait pas à ce que brutalement, il ait en fait cette espèce de coup de folie d'attaquer l'Ukraine. Elle qui avait horreur d'avoir tort, il dit ça a été pour elle extrêmement douloureux de reconnaître qu'elle s'était trompée, mais au-delà de ça, on sent que c'est toute sa part russe en elle qui est profondément blessée. Et d'ailleurs, on se rend compte que cette souffrance, le fils la partage. Lui aussi, il a été élevé dans cet amour de la culture de la Russie, et en fait, il est très triste, de la façon dont on parle actuellement de la Russie. Et il était à Moscou quand la guerre a été déclarée, il n'y est jamais retourné depuis. En revanche, il a beaucoup mené d'enquêtes en Ukraine. Donc, pour finir, je dirais que c'est une grande saga familiale qui mêle des souvenirs, des anecdotes, des secrets de famille. Un livre touchant, captivant, bien écrit, digne des romans russes. Alors, je passe la parole à Anne. Alors, John Newman, maître et guide spirituel. Newman, 1801-1890, prélat anglican, converti à la foi catholique, prêtre oratorien, cardinal, a été béatifié en 2010, canonisé en 2019 et proclamé docteur de l'Église en novembre 2025. Son parcours remarquable est aussi riche d'enseignements pour le fidèle d'aujourd'hui. Alors qu'un grand nombre d'ouvrages sont consacrés au Newman penseur, qu'il s'agisse du théologien, du philosophe, de l'historien ou du théoricien de l'éducation, Didier Rance, diacre, vice-président de l'association francophone des Amis de Newman, a choisi à juste titre de mettre en lumière Newman comme maître et guide spirituel. Un texte de Newman placé en exergue du chapitre 1er fournit son principal fil rouge. Newman était habité par la conviction que Dieu lui avait confié une mission particulière, une mission spirituelle, au fond d'amener les âmes à Dieu.
C'était vraiment le fil conducteur. Benoît XVI disait de lui qu'il appartient en vérité au nombre des grands maîtres de l'Église, car il touche notre cœur et illumine notre intelligence. Et le cœur de sa mission, la vérité absolue qu'il a contemplée, la douce lumière qu'il a comblée, comme disait Jean-Paul II, c'est le mystère de la croix, mais qui aboutit bien sûr à la résurrection. Alors comment a-t-il rempli sa mission spirituelle ? Il a été d'abord quelqu'un qui s'est converti peu à peu. Au fond, c'est quelqu'un qui est toujours en quête de vérité. Jusqu'à l'ultime conversion au catholicisme. À 14 ans, l'année de Waterloo, sous l'influence de Voltaire, sa piété enfantine est balayée ainsi que sa foi. En 1816, Newman subit un choc psychologique, moral et social avec la ruine de son père. Mais avec l'influence d'un enseignant qui prend soin de lui, l'adolescent comprend que Dieu peut seul le combler. Il retrouve la foi de son enfance et il va y adhérer par l'intelligence, la volonté et encore par l'affectivité et l'imagination. Entré à Oxford, il était un élève très brillant. En 1817, il est élu 5 ans plus tard professeur d'un des plus brillants collèges de cette université. Mais Oxford, il ne faut pas l'oublier, doit former des futurs ecclésiastiques pour les paroisses. Il prend à cœur cette mission. Lui-même est ordonné diacre en vue d'un ministère paroissial. Il fait vœu de chasteté alors que dans l'église anglicane, il n'y était pas tenu. Sa foi chrétienne est vécue désormais comme responsabilité pastorale. Ça, c'est vraiment une ligne maîtresse de toute sa vie. Amener les âmes à Dieu. Lors d'un voyage en Italie, Newman frôle la mort, mais il a la conviction qu'il ne mourra pas car il a été préservé en vue d'une mission précise à accomplir. Il devient la figure du mouvement d'Oxford, lançant les fameux tracts pour le temps présent, pour restaurer son Église en modèle d'Église, l'Église apostolique, fidèle à celle des apôtres et des pères, pour lui juste milieu entre les Roms et les protestants. Mais Newman, en l'été 1899, est pris de doute sur cette voie au juste milieu. Toujours cette recherche, vous voyez, de la vérité. Il se met à étudier à fond les pères de l'Église, dont il devient un des grands spécialistes. Ce fut une étape vers sa conversion ultime au catholicisme. Sa mission spirituelle de Newman, devenu prêtre, apparaît alors très clairement. Il prêche pour le salut de ceux qui l'écoutent. Je porte la responsabilité des âmes jusqu'au jour de ma mort. Il est ainsi guide et père spirituel. 20 000 lettres ont été conservées. Il exerce son rôle de conseiller, intermédiaire dans une relation qui est avant tout celle entre une âme et Dieu. Ses conseils sont prudents, à chacun son choix et son rythme. À ceux qui s'adressent à lui parce qu'ils envisagent une conversion au catholicisme, Newman montre loyalement les difficultés et la gravité des problèmes. Il les a vécus lui-même et sait combien, pour des convertis, la vie peut être difficile, voire douloureuse. Par son témoignage, Newman a éduqué à la prière. Il passe des heures, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Face à l'apostasie qu'il prophétise, la prière est la première arme du chrétien dans cette lutte. Newman a compris toute sa vie que la sainteté n'est autre que la réalisation de la mission donnée par Dieu à chacun. Elle se réalise principalement dans les petites choses quotidiennes, dans lesquelles notre arme essentielle doit être l'amour de charité. Didier Rance, dans un chapitre, montre combien sa descendance intellectuelle et philosophique et spirituelle a été importante. Parmi les penseurs qu'il a influencés, on peut citer en premier lieu Chesterton et Tolkien. Il a beaucoup influencé Tolkien. De plus, son apport sur la conscience, le développement du dogme dans le rôle des laïcs en fait vraiment une des grandes voies chrétiennes pour notre époque. Et on est vraiment heureux qu'il ait été déclaré docteur de l'Église. Oui, c'est ça, le 1er novembre 2025. 2025. 38e docteur de l'Église. Vraiment, c'est quelqu'un, oui. Je crois que, il faut lire d'autres livres, parce que là, c'est un peu qu'une face de la... Oui, bien sûr. C'est que le guide tellement riche. Mais c'est tellement riche qu'apprendre à connaître Newman, c'est vraiment très important. Alors, je rappelle les 2 titres qui ont été présentés dans cette émission. Le livre, un roman vrai, le livre d'Emmanuel Carrère, Kolkhoz, et le livre de Didier Rance,
John Henry Newman, maître et guide spirituel. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».